Le tête-à-tête, Frédéric Tadei, Jacques Chancel. Tagadimi, Tagajunu, Tagadimi, Tagajunu, Tagadimi, Tagajunu, Tagadimi, Tagajunu, Tagadimi, Tagajunu, Tagadimi, Tagajunu. Il a publié son premier recueil de poésie à 17 ans, son premier roman à 18. Journaliste, il a été le plus jeune correspondant de guerre en Indochine. Lucien Baudard l'appelait le bébé. Mais ce sont la radio et bien entendu la télévision qui l'ont rendu célèbre. Aujourd'hui, il paie sa dette en publiant un dictionnaire amoureux de la télévision aux éditions Plomb. Bonjour Jacques Chancel. Bonjour Frédéric. 20 ans, le grand échiquier, 20 ans de radioscopie sur France Inter. En vous recevant aujourd'hui dans la maison ronde, comme on l'appelle, j'ai l'impression d'être chez vous. C'est moi qui vous invite, mais j'ai l'impression d'être chez vous. Oui, mais c'est vrai, lorsque j'aborde vraiment le coin ici, je me sens totalement chez moi parce que j'y aurais vécu, si je compte bien les années, plus de 20 ans. Parce qu'avant de présenter Radioscopie, je m'occupais de l'équipe féminine superbe de Madame Inter, Annick Beauchamp. Donc j'étais dans la maison. Et ensuite, c'est Roland Dordain qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant « Maintenant, tu t'engages tout seul et tu prends des risques. Donne-moi une idée. » Je lui ai donné l'idée la plus bête du monde. Je voudrais rencontrer tous les jours quelqu'un pendant 1 heure sans être ennuyé ni par la publicité ni par la télévision, par la musique. Eh bien, ça va être exactement le cas, puisque dans le tête-à-tête, Jacques Chancel, on n'est interrompu par rien. On a 1 heure, c'est une vraie tranche de vie. Parfait. Tous les deux. Nous allons la passer ensemble. Le dictionnaire amoureux de la télévision, je me serais attendu à ce que vous vous déclariez amoureux de la grande musique, que vous vous déclariez amoureux des arts en général, de la littérature que vous adorez, que vous vous déclariez amoureux de l'Indochine, évidemment, plus généralement même peut-être du sud-est asiatique, vous y avez passé quasiment une dizaine d'années. Mais de la télévision et de la télévision d'aujourd'hui, j'hésite à vous croire. Je me dis, l'aime-t-il autant qu'il le dit, la télévision d'aujourd'hui? Parce que dans le dictionnaire amoureux, vous parlez de toutes les époques de la télévision. Alors, je n'ai pas fait le compte de vraiment des personnages que j'invite ou des émissions dont je parle. Mais j'ai parlé des émissions d'aujourd'hui parce que je ne voulais pas me cantonner à ce qui était hier. Parce qu'il y a une chose qui me révolte, c'est lorsque les gens disent « de mon temps ». Je n'avais pas envie de faire pépère. Donc, comme je suis un zappeur professionnel, comme je regarde tout, mais tout. Et donc, il faut l'aimer un peu, la télévision, pour la regarder autant. J'aime la télévision. Je l'ai découverte assez tard, puisque j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un des pionniers. Les pionniers, c'était Sabag, c'était Tchernia, c'était... Dumayet, qui vient de nous quitter. Dumayet, pour moi, c'est l'homme qui m'a fait découvrir la lecture telle que on pouvait la regarder et l'entendre lorsque je suis rentré d'Indochine, parce que, comme je le disais, je n'ai pas été un pionnier. J'ai découvert cette télévision en rentrant en France, en Indochine. On m'avait parlé des images sur un écran, mais je ne savais rien de tout ça. Et Pierre Dumayet avec Lecture pour tous et Pierre Desgroupes m'ont entraîné vraiment sur d'autres chemins. Oui, Pierre Dumayet, je trouve d'ailleurs qu'aux dernières années de sa vie, on l'a un tout petit peu oublié. Mais peut-être a-t-il voulu lui-même se laisser oublier. Mais d'autre part, c'était un grand écrivain. Il a écrit des livres tout à fait remarquables. Vous parlez de grand écrivain, Jacques Chancel, dans le dictionnaire amoureux de la télévision. Vous citez Céline, que vous avez été voir à Meudon en 1958, tout début 1958. Oui. Là, cette interview-là, elle est écrite. Elle n'est ni radiodiffusée ni télévisée. Il était passé chez Dumayet. Chez Dumayet et chez Louis Pauwels. Absolument. Et ce sont des moments historiques. Assez extraordinaires, parce que moi, j'aime les voix. Et Louis-Ferdinand Céline avait une voix tout à fait particulière. Belle voix de cathédrale, comme Maurice Druon, comme Marguerite Yourcenar, sont des voix étonnantes. Et Jean-Paul Sartre. Voix métallique. Très, très, très belle voix. Alors, j'avais fait tout un reportage, d'abord pour Télémagazine. C'était le premier journal de télévision, qui était à ce moment-là dirigé par Marcel Leclerc, qui était dans le même temps le président de l'Olympique de Marseille. Et j'avais fait vraiment 2 ou 3 numéros, et Paris Presse avait tout repris. Et dans le dictionnaire amoureux, je n'ai parlé que de la télévision. Que de la télévision, parce que nous avons parlé politique, nous avons parlé de son antisémitisme qui était dans l'écriture, nous avons parlé de tout. Mais moi, dans
dans ce livre, je n'ai retenu que ce qu'il me disait sur la télévision. D'autre part, je reviens un peu, Frédéric, sur ce que vous me disiez sur la musique. La musique, elle y est complètement dans le dictionnaire. Bien entendu. Il y a quand même il y a tout le monde. Tous mes grands maîtres. Ils sont tous là. Rubinstein, Menuhin, Laurine Mazel, Karajan, les orchestres, Maurice André. Et l'Indochine est dans Oui. la plupart de vos livres, d'ailleurs, Oui. et dans une grande partie de votre journal intime. Mais c'était plus le côté amoureux, Oui, justement. Et justement, puisqu'on parle de Céline, dans cette interview en 1958 qu'il vous donne, il décrit la télévision comme un prodigieux moyen de propagande et d'abêtissement. Les gens se fient à ce qu'on leur montre. Et ça, forcément, vous avez dû y penser en le recopiant aujourd'hui dans le dictionnaire amoureux. Est-ce qu'il avait raison, Céline? D'une certaine manière, oui. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Moi, je parle pour ma paroisse. Moi, je n'aurais pas une télévision, je n'aurais pas d'image, je crois que je serais malheureux. Alors que vraiment, je me réfugie très souvent dans la lecture. Mais lorsque je travaille beaucoup la nuit, j'ai toujours l'écran allumé, sans le son. Et dès qu'il se passe quelque chose, parce que je vois... Et sur quelle chaîne vous zappez? Je zappe. Non, il y a d'abord les émissions que je regarde, comme la vôtre d'ailleurs. C'est gentil. Non, j'ai mes rendez-vous. Des Racines et des Ailes, Envoyé spécial, les émissions de Calvi, Mots croisés, puis tous les débats politiques. J'adore les débats politiques, parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi des furieux. Et puis, moi, comme je les connais bien, je sais qu'ils vont vraiment s'étriper pendant l'émission et s'embrasser tout de suite après. Et c'est pour ça que la politique, pour moi, est un véritable spectacle, mais ce n'est rien en profondeur. Mais c'est un spectacle en particulier à la télévision. Céline disait pensez sans effort, c'est le drame d'aujourd'hui. Et justement, c'est ce que nous permet la télévision. On croit tout ce qu'on y voit, on pense sans effort, on écoute un débat, on a l'impression que notre champion a toujours été le meilleur. Oui, mais bien comprise, la télévision est un outil tout à fait remarquable. C'est par la télévision que beaucoup de gens d'abord sont moins seuls, que beaucoup de gens sont enfin informés. Et vous avez vu le peu d'importance que j'accorde à Internet. Internet est un fabuleux outil, mais pas pour moi. Moi, je ne parle que pour moi, attention. Attendez, on y reviendra, Internet. C'est très subjectif. Hein. Bon, aujourd'hui, la télévision est une nécessité. D'ailleurs, il faut bien savoir que les gens écoutent et regardent la télévision bien plus qu'autrefois. Il n'est pas vrai qu'on s'est désespéré de la télévision. Elle est véritablement la compagnie vraiment de 95% des Français. Céline avait tout à fait raison. Il avait idéal raison. pour la masse. Il avait raison à sa manière. Elle remplace tout, elle élimine l'effort. Mais il était tellement critique qu'il dérapait très souvent. Ce qu'il me disait sur la politique, et ça je ne l'ai pas mis parce que ça ne concernait que la politique, c'était effroyable. Lorsqu'il me parlait du Mont Valérien et il me disait là-bas tous des salauds, vous comprenez. C'était les résistants qu'on avait fusillés. Oui. Et donc on était constamment en bagarre tous les deux. Mais c'était un personnage tellement extraordinaire, pour moi, l'un des plus grands écrivains du siècle. Donc, pour lui aussi, d'ailleurs. Oui. Il vous le rappelait, d'ailleurs. Et pour tout le monde, et même pour les gens. Évidemment. Moi, j'ai des copains juifs qui ne peuvent pas voir le personnage, mais qui sont admiratifs de l'écrivain. Il se refusait à croire que la télévision puisse être instructive. Raymond DeVos, que vous avez bien connu aussi et que vous citez dans le dictionnaire amoureux, lui pensait qu'elle pouvait devenir l'université du peuple. Elle n'est pas devenue l'université du peuple. Néanmoins, vous pensez, Jacques Chancel, qu'elle a été instructive, la télévision? Elle l'est encore aujourd'hui. Et elle l'est toujours? Mais on lui fait des tas de reproches. Regardez, je lis un peu toute la presse, parce que moi, je suis un amoureux de la presse écrite aussi. J'ai toujours dit que pour arriver à la télévision, il fallait être passé par la presse écrite. Mais on parle de grand naufrage, par exemple, pour France Télévisions. Si on regarde les émissions, ça n'est pas le grand naufrage, ça n'est pas du tout vrai. Il y a véritablement des émissions qui se sont installées et qui ne marchent pas. Et tout cela, vraiment, vient d'une vieille idée, une vieille lubie. On ne dira jamais d'une émission qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Le lendemain, on vous dira combien avons-nous fait, quelle est l'audience. L'audience a tout pollué. Mais autrement, si vous regardez les chaînes, vous avez les émissions dont je parlais à l'instant, vous avez également une très bonne chaîne qui est France 5, où passent énormément de très très beaux programmes. Et puis, il y a des soirs privilégiés, mais je ne vais pas vous faire des compliments. J'ai toujours dit, et je le dis partout, que je regrettais que cette émission Ce soir ou jamais ait été comme ça supprimée dans le quotidien. Je trouve que c'est vraiment une bêtise. Elle était hebdomadaire. Oui, elle était hebdomadaire. Moi, ça ne me convient pas tout à fait. Non, mais moi, je le dis. Et puis, pour d'autres émissions. Et alors aussi, ce qui est important, c'est que certaines émissions sont bonnes et ne vont pas au bout de leur ambition. Pourquoi ? Parce que, elles sont programmées un mauvais jour et une mauvaise heure. Ça, c'est le programme. Et il ne faut jamais confondre un programme et le programmateur. Le programmateur, c'est lui qui obéit comme pour fixer le départ et l'arrivée des trains.
Un homme de programme, c'est celui qui imagine une émission, qui la construit et qui ensuite fait de telle sorte qu'elle puisse être programmée, mais véritablement à la merci vraiment du téléspectateur. Vous avez été les deux, Jacques Chancel, puisque je crois savoir Moi, que... je suis un homme de programme. Mais vous avez été aussi le programmateur. Non. L'époque où Pivot vient à 21h30 sur Apostrophe, Oui. juste avant le Ciné-Club de Claude Jean-Philippe, je crois que c'est vous qui avez eu l'idée Oui. de cette programmation. Oui, mais je travaillais avec un programmateur, c'est-à-dire que on concevait un programme. C'était pas, on ne concevait pas le départ des trains. Par exemple, le vendredi soir, c'était Mais c'était une sacrée idée d'avoir Ouais. mis ça à cette Je heure-là. croyais à ça et au rendez-vous. Alors, le vendredi soir, c'était d'abord une très bonne dramatique sur 52 minutes. Ensuite, c'était Apostrophe. Et ensuite, c'était le Ciné-Club. Et on avait les rendez-vous le mardi, les dossiers de l'écran, le jeudi, le Grand Échiquier, le vendredi, Apostrophe, le samedi, Champs-Élysées. Et ça a duré des Mais décennies oui, mais comme ça. il faudrait revenir au rendez-vous. Si vous regardez les émissions aujourd'hui de divertissement, il y en a partout. Et l'autre soir, je me suis amusé à observer d'un peu plus près. Et il y avait 3 chaînes. Sur les 3 chaînes, passaient des émissions de variété. Le drame, c'est qu'elles passaient à la même heure, mais que les interprètes étaient tous les mêmes. Sur les 3 chaînes. Pourquoi ? Parce qu'ils obéissaient à une célébrité du jour. C'est-à-dire que l'un avait fait une chanson qui était devenue une sorte de tube, l'autre avait écrit un bouquin dont tout le monde parlait. On appelle ça la promo. La promo. Et ils faisaient entrer ça dans le divertissement. Lorsque, par exemple, je faisais le Grand Échiquier, il arrivait qu'on me dise « j'aimerais chanter ceci ou j'aimerais chanter cela parce que ça fait partie de mon dernier album ». Moi, je refusais, car on construisait l'émission selon un principe par rapport à un invité. Et souvent, je m'accordais avec l'invité. Je disais à Karajan, que souhaitez-vous ? Il me dit, le premier jour, il me dit, ce que tu te souhaites. Je lui dis, non, vous allez choisir de me donner des idées. Et c'est lui qui m'a apporté, parce que c'est un très beau cadeau, Anne-Sophie Mutter, qui avait à l'époque 12 ans, et qui est aujourd'hui l'une des plus grandes violonistes vraiment du siècle. Alors, même chose avec Yo-Yo Ma, le grand violoncelliste, il avait également 12 ans, et c'était Alexis Weissenberg. Moi, je n'avais pas la science infuse, j'écoutais ceux que j'invitais, et puis ceux que j'invitais invitaient à leur tour, et ça, c'était assez extraordinaire. Il y avait j'emploierais le mot, l'hospitalité. Je tiens à ce mot parce que... Ouais, c'est joli d'ailleurs. Dieu sait si je vous considère comme mon modèle dans ce domaine, Jacques Chancel, mais je me suis toujours dit, il avait le sens de l'hospitalité. Je parle de vos passés parce que je parle des émissions. Et c'est quelque chose qui parfois se perd à la télévision, l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on invite les gens, on est bienveillant à leur égard. Parfois, ça vous a peut-être joué des tours d'être trop bienveillant. Non, pas du tout. Vous citez un exemple, celui du Grand Échiquier consacré à Annie Girardot, et vous dites que son compagnon de l'époque avait pourri l'émission. Oui, voilà. Et vous dramatique. aviez été trop bienveillant. Et je vous imagine bien, effectivement, ne voulant pas contrarier. Annie, qui était déjà Voilà. dans un troisième souffle. Et moi, j'aimais beaucoup Annie Girardot. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et ce jour-là, elle a été sacrifiée. Je veux dire que ce Grand Échiquier, c'est le plus mauvais souvenir. Pas pour moi, parce que tout le monde a trouvé que c'était un spectacle et qu'il y avait du dérisoire même dans les 3 heures. Mais c'était elle qui véritablement était accusée. Mais là, dans la bienveillance, vous n'avez pas eu d'autres problèmes aussi je vous pose la question, hein, parfois d'être tellement sympathique et d'avoir tellement le sens de l'hospitalité que finalement vous voulez que vos invités soient chez eux. C'est ça le plus important. Si vous voulez véritablement que dans une conversation, on puisse aller jusqu'au bout des choses, il faut pratiquer la courtoisie. La courtoisie parfois vicieuse, mais la courtoisie. Autrement, vous êtes en face de quelqu'un qui va se rebiffer, mais ça deviendra simplement un spectacle, il n'y aura plus rien, ou alors qui va être totalement endormi. Moi, j'ai été, dans beaucoup de cas, très critique, très violent. Par exemple, lorsque j'avais reçu Lucien Rebattet, qui pour moi était un salaud, mais qui avait écrit quand même un très beau livre qui s'appelait Les 2 étendards, mais qui avait été un salaud de la collaboration. Il avait écrit... l'auteur du plus célèbre pamphlet antisémite de l'occupation, Les Décombres. Alors, il avait écrit une histoire de la musique. Donc, il pensait que je le recevais pour l'histoire de la musique, oui, parce que c'était un grand critique de cinéma, de musique et de littérature. Et j'ai commencé l'émission en lui disant « Monsieur, je ne peux pas oublier que dans Les Décombres, vous écrivez ceci. Je savais déjà à l'âge de 15 ans qu'il fallait exterminer tous les Juifs. » Et à partir de ce moment-là, vraiment, la conversation devient différente. Bon, après, nous avons parlé de tout.
Mais j'avais engagé... Mais vous l'avez invité. Mais bien sûr. On a dû vous le reprocher à l'époque, comme non. on vous reprocherait aujourd'hui d'inviter Dieudonné ou Tariq Ramadan. Non, moi je les aurais invités. Et vous les inviteriez aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais il faut inviter tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire de refuser quelqu'un ? Moi, ça m'intéresse d'entendre une voix qui n'est pas la mienne, vraiment de respirer une pensée qui n'a rien à voir avec ce que moi je réfléchis. Non, ne pas recevoir quelqu'un, c'est ne pas faire son travail. Un journaliste doit être à l'affût de tout, mais de tout. Il n'a pas à se compromettre. Et il se compromet en ne recevant pas, parce qu'à ce moment-là, il témoigne d'un engagement. Moi, la droite, la gauche, pour moi, même combat, alors j'ai pas de problème, moi. Vous avez toujours dit, Jacques Chancel, que la censure n'existait pas. En tout cas, pas pour moi. Pas pour vous, donc ça veut dire qu'elle n'existe pas, puisque il vous a suffi de ne pas vous plier à la mode, aux règles non écrites. Vous avez pu faire ce que vous voulez, donc elle n'existe pas, la censure. Or, très souvent, on entend les gens de télévision, parfois de radio d'ailleurs, dire « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce que tu comprends, on aurait des pressions, etc. » Non, le pire, c'est l'autocensure. Voilà. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils se sont censurés eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Je décide un jour d'accueillir un homme, je ne comprenais pas du tout son action. C'était Saint-Nicolas du Chardonnay, l'abbé Laguérie. Donc, comme on annonçait mes invités en début de semaine, on annonce l'abbé Laguérie. C'était Radioscopie. Radioscopie. À ce sur France Inter. Et on reçoit immédiatement un tombeau de lettres disant « Comment peut-on recevoir un homme comme celui-là ?» Et Monseigneur Lustiger, qui était archevêque de Paris, me téléphone et me dit, qui était cardinal, me dit « Je vous interdis ». Je lui dis « Monseigneur ou Éminence, on ne m'a jamais interdit quoi que ce fût. » Donc, il est resté quoi? À ce moment-là, il a téléphoné à la direction des programmes. La direction des programmes a répondu « Jacques Chancel fait ce qu'il souhaite ». Il a ensuite téléphoné à Arthur Comte, qui était à ce moment-là le président. Arthur Comte, c'est ça que j'étais privilégié, parce que j'étais à la fois libre, mais protégé. Et Arthur Comte dit non, ça, on laisse toute liberté à Chancel. Alors à ce moment-là, il a téléphoné au Premier ministre et au Président de la République. Et lorsque j'ai reçu l'abbé Laguérie, j'ai dit à l'abbé Laguérie, vous savez, je vous accueille parce que votre mouvement est totalement désordonné, je ne le comprends pas, mais je suis tellement heureux de vous recevoir parce que Monseigneur Lustiger souhaitait que je ne vous accueille pas. Et donc ça engageait, c'est ça qui me plaisait. Mais vous ne croyez pas, Jacques Chancel, parce que ce que vous racontez, je l'ai dit moi aussi, que personne ne m'a jamais empêché d'inviter qui que ce soit. Les gens ne nous croient pas quand on le dit ça. Mais si, ils n'ont qu'à regarder. Oui, bien entendu, mais ils croient que nous sommes, vous ou moi, nous sommes privilégiés. Est-ce que vous ne croyez pas que n'importe qui d'autre, qui n'aurait pas été Jacques Chancel à votre époque, pourrait faire la même chose? Simplement, ils n'osent pas. Ils n'osent pas ou ils n'en ont pas envie. Comme on ne peut pas oser aujourd'hui, c'est une grande conversation que j'ai eue en tout cas avec les gens de France Télévisions. Moi, j'ai très ami avec Rémi Fimelin. Lorsqu'il s'est agi, on m'avait proposé de reprendre le Grand Échiquier. Moi, je répondais, je ne reprends pas une émission, je ne fais pas respirer une émission qui s'est endormie. Donc, il ne faut pas la réveiller. En revanche, on peut la confier à quelqu'un d'autre, ou le même style. Il ne faut surtout pas copier. Il ne faut pas faire du mimétisme. Il faut inventer autre chose. Et à ce moment-là, je disais, il faudrait, pour qu'une émission comme celle-là, qui durait entre 3h30 et 5h, il faudrait d'abord redonner du temps, en fin de soirée où ça ne gêne personne. Mais moi, je commençais à 20h30, j'étais encore là, un privilégié. Il faudrait donc un président ou un directeur des programmes courageux, et il faudrait aussi un animateur qui ose prendre des risques, car c'est un risque de prendre une émission comme celle-là. Moi, j'ai été vraiment très heureux, parce que lorsque on a fait le Grand Échiquier avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, je me trouvais affronté à un match de la Coupe du Monde de football. Italie-Allemagne, vous le racontez. Non, Italie-Brésil. 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 Et on a fait mieux que... Enfin, léger frémissement, mais en tout cas, disons, nous avons fait égalité. Égalité d'audience. Donc, oui, parce que là j'en ai fait des tonnes sur l'audience ce jour-là. Moi qui j'ai horreur qu'on me parle d'audience, je vois des tonnes. Comme quoi, on peut lorsqu'on veut. Mais vous croyez qu'on pourrait le faire encore? Vous croyez que les gens qui regardaient Karajan à l'époque, et qui étaient aussi nombreux que ceux qui regardaient le football, vous croyez qu'ils regardent encore la télévision aujourd'hui? Je me demande s'ils ne sont pas partis. Non, pas du tout. On ne leur a pas donné rendez-vous pour faire ce genre de rencontre. J'étais à Toulon pour le Salon du Livre, et j'ai vu vraiment une masse de gens. Et c'était
il y avait les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était une fête de famille, une soirée comme celle-là. Et il y a par exemple, Renaud Capuçon, qui est aujourd'hui le grand violoniste que l'on sait, pourquoi est-il devenu violoniste? Parce que ses parents vraiment le forçaient à écouter et à regarder le grand échiquier. Et ses parents n'étaient pas musiciens, ils étaient simplement mélomanes. Il ne suffit pas d'être musicien, il faut aimer. Et moi, j'aimais, je me fiche pas mal qu'on me parle d'un morceau de musique, qu'on me dise Cochel 42. Et ça ne le dérangeait pas, Renaud Capuçon, que, par exemple, vous ayez marié Serge Lama avec le grand orchestre national de France dirigé par Laurine Mazel. Ce mélange de chansons et de musique classique, et grande musique. Si on reprenait d'ailleurs... Parce que Rubinstein vous l'a reproché. Non, mais Rubinstein, il m'a engueulé. Autant Yehudi Menuhin était heureux de partager son savoir avec les autres qu'il ne connaissait pas. Je l'ai amené en Écosse et nous avons fait un numéro extraordinaire avec 1000 violonneux écossais. Je dis bien 2 fois 500, 1000 violonneux écossais. Il était au milieu, il jouait avec eux. Je l'ai envoyé en Inde. Enfin, nous sommes allés tous les deux en Inde pour jouer avec Ravi Shankar. Nous sommes allés à Budapest avec les Tziganes. Il était heureux. En revanche, Rubinstein me disait: qu'est-ce que c'est tes sauteries, qu'est-ce que c'est tes petites conneries. Je dis: mais pourquoi vous me dites ça? Mais parce que l'autre soir, par exemple, il y avait l'Orchestre National, grande formation, d'ici, de la maison d'ailleurs, dirigé par Laurine Mazel, l'un des plus grands chefs d'orchestre aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu les fais accompagner, tu leur demandes d'accompagner Serge Lama. Et donc, dans quoi? Dans Les Petites Femmes de Pigalle. Mais Laurine Mazel était allé beaucoup plus loin. Il dirigeait l'orchestre et à un certain moment, il a quitté la direction de l'orchestre. Le premier violoniste conduisait et il s'est mis au violon tout près de Serge Lama, l'accompagnant. Donc, c'était assez extraordinaire sur le plan de ce que vous appelez la familiarité, la convivialité, le partage. Voilà, moi j'ai un très beau mot, c'est le partage. Le tête-à-tête, Frédéric Tadei, Jacques Chancel. Jacques Chancel, il y a eu un moment, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la télévision. Il y a le moment, et vous en reparlez dans le dictionnaire amoureux, où Yves Mourouzi apparaît au journal de 13h avec les lunettes de Jaruzelski, le jour même où l'imperméable. Et l'imperméable, celui qui venait de faire un putsch quelques mois plus tôt en Pologne, était reçu à l'Élysée. Il y a Thierry Ardisson, dont vous parlez aussi également, qui incarne quelque chose de tout à fait nouveau. Le moment où on sort de la solennité de la télévision, de ce côté très révérencieux qu'avait la télévision, c'est des gens comme Mourouzi puis Ardisson qui vont le débloquer. Après, il va se passer d'autres révolutions. Nulle part ailleurs va amener quelque chose qu'on qualifiera ensuite de ricanement. La télé-réalité aussi, que vous aimez moins. Vous-même, vous n'avez jamais changé, vous n'avez jamais été tenté d'épouser... la mode? Pas forcément, mais en tout cas d'être moderne, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y avait de nouveau. Non, pour moi, être moderne, c'était être présent. C'était d'être moderne avant que... Oui, voilà. Alors, vous parlez d'Yves Mourouzi. Mourouzi, c'est vrai, a bouleversé l'ordonnance du journal télévisé. D'abord, lorsqu'il s'est déguisé en Jaruzelski. D'autre part, lorsque, invitant François Mitterrand, il s'est assis sur la table. Avant même, il s'asseyait déjà sur la table pour fumer une cigarette à la fin du journal, déjà. Voilà. C'était la distance. Yves Mourouzi a créé... Il y a 3 personnages, si on considère le journal télévisé. Vous avez Léon Zitrone, vous avez Yves Mourouzi, vous avez Patrick Poivre d'Arvor. Pourquoi ont-ils une supériorité sur les autres, comme ça, publique? C'est parce qu'ils ont, eux, une vie également privée, difficile, étonnante et bouleversée. C'est pour ça. On ne peut pas être anodin à la télévision, vous voulez en tout cas pour être à ce point il faut avoir une vie. Moi, j'aime les gens qui ont une vie, fût-elle véritablement délirante. Vous avez aujourd'hui un très très bon journaliste qui est Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, vraiment toutes les qualités, je suis persuadé qu'il ira très très loin. Pour moi, si je devais lui faire une seule critique, il n'est pas assez fou. Et moi, j'aime cette folie. Alors, vous avez parlé de ces gens-là qui ont bouleversé. Thierry Ardisson est arrivé avec des idées tout à fait nouvelles qu'on pouvait ne pas véritablement accepter. Et qui a beaucoup choqué à l'époque. Le côté irrévérencieux. Oui, tant mieux. Mais celui qui a été le plus irrévérencieux, c'est Jean-Christophe Averty. Jean-Christophe Averty a tout inventé. Même Christophe de Chavannes,
dont je ne parle pas assez dans le dictionnaire amoureux, parce que c'est vrai, il y a des manques dans mon dictionnaire. On va me dire, tu n'as pas parlé d'un tel et d'un tel, mais moi, je suis parti de cette formule, choisir, c'est éliminer. Mais Christophe de Chavannes, avec Ciel Montmardi, a apporté également un autre élan de drôlerie. Et c'est ce qui me passionne en télévision. Aujourd'hui, d'abord, toutes les émissions sont enregistrées. Donc, il n'y a plus de maladresse. Alors, jamais on ne pourrait faire dans une émission ce qui m'est arrivé, par exemple, avec l'émission de Michel Serrault. Lorsqu'on avait un orchestre de 200 musiciens, non, 130 musiciens, 200 choristes, et le public, et le chef de la sécurité s'approche de moi et me dit « Arrête tes conneries ». Et je dis « Quelle connerie ?» La sécurité n'est plus possible, je vais être dans l'obligation de faire évacuer le studio. Et je lui dis, mais pourquoi? Regarde. Et je regarde, et sous le piano à queue, il y avait Michel Serrault qui, sur un réchaud à gaz, se faisait des os plats. Avec la flamme qui montait. Et comme il y avait eu un accident de Janine Chara qui avait enflammé les buts de Chaumont, donc on était dans des périodes où il fallait vraiment faire très attention à la sécurité. Non, mais c'était, à chaque fois, comme on était en direct, c'était pas le drame, c'était le bonheur, parce que les erreurs devenaient des flamboiements. Et oui, aujourd'hui, si vous faites une erreur dans une émission, on coupe. Puis, les gens ne se rendent pas compte. Lorsqu'une émission est complètement montée, il y a des émissions qui durent 1h30, et on leur consacre 4 à 5 heures d'enregistrement. Mais ça se voit. Le téléspectateur, aujourd'hui, est averti. Il voit tout ce qui se passe. Et c'est complètement idiot. D'autre part, les débats, si on regarde les débats d'aujourd'hui, on pose une question. Celui à qui on pose la question se prépare à répondre. Il ne peut arriver qu'à la moitié de sa réponse, parce que quelqu'un l'interrompt. Et après, il ne peut plus continuer parce qu'on passe à autre chose. Les débats, mais ça ressemble terriblement à la politique. Mais parlons justement de l'interview. Vous avez été un maître de l'interview, Jacques Chancel. Un amoureux. Mais aussi, d'ailleurs, je ne dis pas interview, je dis entretien. De l'entretien, vous avez raison. 6800 radioscopies, d'ailleurs, qui ressortent régulièrement au coffret. Et il y en a une qui sort, troisième DVD, sort, je crois, en janvier, réalisé par Radio France. Et l'Institut national de l'audiovisuel s'est consacré aux politiques. Alors, ce qui m'amuse, c'est, j'ai revu ce matin la liste des hommes politiques. Et je revois Pierre Mendès France, Gaston Defferre, Giscard d'Estaing, Chirac, mais Edgar Faure. Edgar Faure, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, à qui j'avais demandé un jour, quelles sont les 3 plus grandes voix de l'Assemblée nationale. Et il m'avait dit, laissez-moi 5 secondes, je cherche les 2 autres. Non, ces gens-là avaient une culture, avaient une drôlerie et avaient une audace. On avait l'impression qu'il y avait plus de titans à l'époque, de géants, dans tous les domaines. Et quand on voit la liste de tous ceux que vous avez pu interviewer, alors vous en avez fait 6800, on se dit que dedans, vous avez dû aussi interviewer beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, qu'on a peut-être oublié. Sûrement, mais on a l'impression qu'il y avait des géants partout. Vous avez eu ils venaient pendant 1 heure sur France Inter, sans même faire leur promo. Oui, non, moi j'avais horreur de la promo. Mais lorsqu'il y avait un événement, je m'accordais à l'événement. Mais, par exemple, un homme que je considère comme le plus grand philosophe, c'est Gustave Thibon. Personne n'en parle. Je souhaite que le 22e siècle revienne. C'est lui qui avait accepté, qui avait accueilli Simone Veil, la philosophe. C'était un homme vraiment exceptionnel. Il pouvait dire des poèmes en anglais, en allemand, dans tout l'espagnol, italien, dans toutes les langues, et en français. Une culture, mais phénoménale. Phénoménal. Bon, je l'ai reçu pendant une heure, tout le monde en a parlé, et aujourd'hui, il est totalement oublié. C'est vrai. Je ne l'ai jamais entendu. Par exemple, dans des moments de philosophie, il faudra que j'en parle à Raphaël Enthoven, il faudra que je lui parle de Gustave Thibon. Lui, ça n'est pas occupé, il faudra que je lui fasse reproche. Sur ces interviews, la curiosité est évidente. Quand on vous écoute, vous avez vraiment une sincère curiosité pour ceux que vous interviewez. Elle est, je crois, aussi alimenté par une vision de l'autre. J'ai l'impression que pour vous, on ne peut bien interviewer quelqu'un que parce qu'on a une vision de lui. Il a pu vous arriver de vous tromper peut-être aussi. Et que l'autre vous dise non, vous vous trompez. Oui, parfois on me l'a dit, oui. Et puis. Et on avait peut-être tort, peut-être que vous disiez la vérité. Il avait peut-être raison, parce que celui devant lequel j'avais annoncé quelque chose et qui me disait ça ne concerne que moi, je vous le dis que vous avez tort, j'étais obligé de considérer que je n'avais pas tout à fait raison. Mais c'est vrai, vous avez parlé de curiosité, j'ai une curiosité et une gourmandise. Moi, c'était un bonheur, mais comme vous d'ailleurs, de venir tous les jours ici à France Inter
pour véritablement m'installer avec quelqu'un. Mais j'ai fait la même chose sur France Musique, sur France Culture, parce que c'est assez formidable, une maison comme celle-ci, Radio France, qui a tellement de chaînes, et des chaînes de haute qualité. Non, moi, je dis que j'ai été privilégié, mais j'ai choisi aussi mon privilège, parce qu'on m'a appelé ailleurs. J'ai toujours refusé. Et si je m'en étais tenu à ce qui concerne la plupart des gens d'aujourd'hui dans l'audiovisuel, c'est-à-dire l'argent, j'aurais sûrement dû répondre à tous les appels. Mais non, moi, ce qui me passionnait, c'était ce que je faisais, la liberté que j'avais, l'indépendance qu'on me donnait. Ça, pour moi, ça n'avait pas de prix. Le tempo était plus lent. Quand on réécoute Radioscopie, vous laissez des silences que peu d'animateurs, peu d'intervieweurs même laisseraient de nos jours. Moi, surtout à la j'adorais les radio. silences. Surtout à la radio. Les silences sont tout à fait exceptionnels. Il y a des silences qui sont provoqués par vraiment la difficulté que certains ont à parler. Par exemple, lorsque je recevais à Patrick Modiano, j'étais ravi parce que je posais une question. Je connaissais d'abord. Je posais une question et il répondait, mais il n'arrivait pas jusqu'au bout de la réponse parce qu'il n'arrivait pas à trouver les mots. Donc je terminais la phrase. Et c'était entre nous un numéro. Il était ravi. Et au bout du compte, à la fin de l'émission, on s'apercevait qu'il avait beaucoup parlé. Vous les flattiez, vos invités. Il faut toujours les flatter. Vous n'hésitiez pas, mais alors à leur sortir des compliments avec un petit air. Non, pas des compliments. Oui, pas des compliments. Des flatteries, c'est vrai. Non, pas des flatteries. Non. Des évidences. Mais il les prenait pour argent comptant. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui veut attaquer quelqu'un d'autre et qui véritablement installe des mots. D'ailleurs, les mots sont toujours sur les fiches. Il ne se passe rien. Tandis que, usant d'une certaine courtoisie, j'arrivais vraiment à ce que je souhaitais. Et puis d'autre part, comme c'était 60 minutes sans interruption, lorsque je posais une question qu'on m'avait mal répondu, je passais à autre chose, mais j'y revenais après à cette question. Et je finissais pour avoir une véritable réponse. Est-ce qu'il y avait de la séduction entre vous et vos interlocuteurs? Est-ce que vous essayez de les séduire, c'est-à-dire les attirer là où ils n'avaient pas l'intention d'aller, de les détourner de leur voie Mais ils y allaient d'eux-mêmes. On m'a souvent fait le reproche de « et Dieu dans tout ça ». Oui, cette fameuse phrase que vous n'avez pas prononcée, Non. paraît-il. Un jour, j'ai reçu une lettre, il y a quelques années, où on me disait que j'avais posé cette question à Jean Rochefort. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais posé cette question à Jean Rochefort. Et on a cherché, on a écouté, mais on n'a pas trouvé. En revanche, tout le monde me parlait de Dieu, surtout les incroyants. Tous. Et à partir du moment où ils s'engageaient dans cette voie royale, je les accompagnais. Et c'est à ce moment-là qu'il se passait beaucoup de choses. C'est drôle, vous disiez ça, parce que c'est peut-être une question d'époque. Moi, on ne me parle jamais de Dieu, à moins que je pose la question. Par exemple, les gens n'en parlent plus Non, ils n'en aussi parlent naturellement qu'ils semblaient en parler à l'époque. D'ailleurs, il y a moins de prêtres, il y a moins de vocations. Sauf, il faut remarquer que les monastères sont pleins. Il y a énormément de moines, c'est-à-dire de gens qui se retirent. Si vous allez au Mont Athos, moi j'avais fait tout un pèlerinage là-bas, j'étais resté 8 jours. Vous avez les moines d'ailleurs dans les monastères extraordinaires, et beaucoup sont détruits. Mais vous avez aussi les ermites. Alors, je souhaitais voir les ermites. Malheureusement, il y en avait une centaine, mais je ne les ai jamais vus parce qu'on leur porte la nourriture, et ils tirent sur une courroie. Ils ont ce qu'on leur a donné, ils le reçoivent au bout de leur crochet, mais ils ne se montrent jamais. Ils tirent la corde. Pour en finir d'ailleurs avec Dieu, à l'époque où vous faisiez Radioscopie, Jacques Chancel, on était très sérieux quand on parlait de politique et on ricanait quand on parlait de religion. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est devenu très sérieux quand on parle de religion et on rigole quand on parle de politique. Vous pensez que c'est un progrès ? Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès, mais on peut se moquer de tout aujourd'hui. Et comme les gens sont très affectés par la politique, ils s'autorisent d'autres réflexions et ils considèrent que la religion n'est plus leur affaire. Moi d'ailleurs, je suis très précis sur la religion. Je suis né catholique, mais je me considère catholique, musulman et juif, parce que ce sont 3 religions monothéistes. Donc, mais ça me gêne un peu d'avoir affaire à des dogmes. Mais ça, c'est mon problème. J'ai un copain qui est archevêque de Besançon. Nous avons avec lui, parce que c'est mon copain, des relations de
plus grande amitié, de grande affection, et dans le même temps, on a des conversations qui vont vraiment jusqu'au bout du chemin. Pourquoi ? Parce que lorsque je considère le bouddhisme et le soufisme, je suis complètement d'accord, parce qu'il n'y a pas de dogme, ce ne sont pas des religions, ce sont des philosophies. Ça change tout. En revanche, qu'on ait la foi, je respecte. Qu'on entre dans la spiritualité, oui. Mais pas le côté, ce qui était d'ailleurs mon beau-père que j'adorais, le père de ma femme, et il avait la foi du charbonnier, et moi j'étais admiratif, je me serais mis à genoux devant une telle foi, quoi. Moi je réfléchis trop. On a dit que la religion, c'était l'opium du peuple, et l'opium, vous en parlez souvent dans vos Oui. livres, Jacques Chancel, à croire que vous êtes tombé dedans. À l'époque où vous étiez en Indochine, vous êtes devenu un opiomane ? Non, j'ai fait, comme beaucoup de jeunes, parce que j'étais très très jeune, donc très idiot, je suis tombé dans tous les pièges. Il y a même eu, alors que je ne bois pas, il y a eu au départ le piège de l'alcool. À l'époque, on prenait ce qu'on appelait des perroquets. Vous voyez un peu ce que c'est, quoi. Bon, c'est de l'alcool avant le café du matin. C'était l'époque où vous étiez poète, ça ? J'ai Ouais, fait allusion ouais, tout à l'heure, un peu premier faux. recueil à 17 ans. Et puis que je terminais toutes mes épreuves après l'école des transmissions de Montargis. Donc on était dans une ambiance un peu particulière. Et puis l'opium, En Indochine. Oui, en Indochine. Un copain m'a entraîné un soir dans une fumerie d'opium. D'abord, il faut savoir que les fumeries d'opium étaient, sur le plan du décor, tout à fait exceptionnelles à l'époque. C'était du voile rouge partout, c'était des tapis persans, c'était une ambiance érotique, avec des filles qui vous préparaient les pipes d'une manière tout à fait ravissante. C'était des filles qui étaient des métisses venues de Hong Kong, anglais-américaines et chinoises, des femmes, mais alors de toute beauté, avec lesquelles d'ailleurs on n'avait pas de relation, parce qu'elles étaient, c'est comme les geishas, nous les respections. Pour une autre raison, puisque vous rappelez, je crois même que c'est dans le dictionnaire amoureux de la télévision, vous rappelez que l'opium, pour les hommes, c'est excitant dans la tête, mais seulement dans la tête. Pour l'opium, pour les hommes, l'opium démolit, c'est-à-dire démolit dans la chose que vous savez. Donc plus d'érection. En revanche, les femmes sont excitées comme ça n'est pas possible. Mais au bout de 3 mois, et je dois à un de mes copains, qui d'ailleurs a beaucoup souffert après, parce que il a été accablé d'une maladie terrible de ce temps-là. Il n'a pas pu rentrer en France et il est mort, là, parce qu'il n'a pas été blessé du tout, c'était pas du tout la guerre, il est mort de la syphilis. Et c'est lui qui m'a dit « Arrête tes conneries. Tu ne bois plus et tu ne fumes plus. » Alors, je n'ai plus jamais bu. J'allais dans les fumeries, mais je ne fumais plus. C'est fort, ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de ceux qui ont goûté qui sont capables de je ça. voulais me prouver ça. J'étais dans une ambiance. Cette ambiance vous rend très intelligent. Vous pouvez pas savoir, je passais des nuits à dire des poèmes. Et j'ai refait ça après avec Marcel Julien, mais sans l'opium. Marcel Julien, qui était le président d'Antenne 2, oui, et avec... vous étiez son oui. bras droit. Oui, parce qu'on a créé Antenne 2 vraiment tous les deux au départ, parce qu'on est restés 5 semaines seuls tous les deux. Et comme on n'avait pas de bureau, nous avait donné un bureau ici à la maison de la radio, et on n'avait pas de secrétaire, on n'avait pas de papier, on n'avait pas de téléphone. Alors au 3e jour, j'ai dit on part. Et on est allé s'installer chez moi dans les Pyrénées, où on a beaucoup travaillé. Toutes les fins de semaine, je montais à Paris pour faire mon marché, c'est-à-dire engager les gens qui ensuite nous ont rejoints. C'est-à-dire vraiment la plus belle affiche qu'on ait jamais eue à la télévision. Cette maison dans les Pyrénées, je crois que c'est elle qui a plus de 1000 ans. C'est la maison de Non, votre... les murs sont de 940. Oui, c'est ça. Mais heureusement, il n'y a que les murs de soutènement, parce qu'elle est construite sur un rocher. Mais elle n'a pas changé depuis la fin du XVIIe siècle. Et dans une maison aussi ancienne, vous vous surprenez à rêver de ceux qui ont pu l'habiter, qui sont peut-être de votre famille d'ailleurs, ce sont tous vos ancêtres. Vous savez, non, de toute manière, lorsque je regarde le patrimoine, et je dis parfois avec un peu d'audace qu'il ne faudrait pas ennuyer les gens qui ont des châteaux, ceux qui les conservent, attention, parce que on les conserve pour les donner à regarder aux autres. D'ailleurs, il y a une phrase que je rabâche aussi, qui est celle de Guitry. Non, celle de Lao Tse. La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède. Elle appartient toujours à celui qui la regarde. Et moi, lorsque je faisais le Tour de France, j'étais riche de tous mes regards.
parce que je voyais des châteaux, des fermes fortifiées, des moulins. Vous parlez quand vous faisiez le Tour de France, Oui, celui des cyclistes. Cyclistes, oui. Vous avez En toujours voiture, adoré le cyclisme. pas sur le vélo, hein. Oui. Mais je regardais ma France. Mais c'est la raison pour laquelle, paraît-il, il y a autant de public devant le Tour de France. C'est parce que c'est très très bien filmé. Ouais. On voit la France comme on Vous ne savez la qu'à voit un jamais. moment, je l'avais dit à Chapat, on voyait les coureurs lorsqu'on faisait la retransmission, puisque nous avons fait le premier contrat avec la Société du Tour de France, avec Marcel Julien. Et puis on voyait les coureurs vraiment qui étaient tous en groupe, qui devaient se raconter leur vie. Ma femme me trompe, je viens d'avoir un enfant, je n'ai pas de nouvelles de ma copine. Je ne sais pas ce qu'ils se racontaient. Mais enfin, pour le téléspectateur, c'était effroyable. En arrivant à Paris, je dis à Robert Chapat, il faut changer tout ça. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? On ne veut pas retransmettre. Ah si, on continue de retransmettre. Mais comme on a l'hélicoptère, l'avion, comme on a des possibilités, on va faire autrement. On va reconnaître le Tour, parce que le Tour, on donne vraiment le tracé du Tour toujours en septembre ou octobre, je ne sais plus. Donc on l'a très en avance. On va envoyer Jean-Paul Olivier, qui est toujours d'ailleurs Monsieur la Science. On va l'envoyer sur l'itinéraire. Il va repérer tous les beaux endroits. Et puis avec l'hélicoptère, on va filmer la France. Ce qui fait qu'un jour où j'étais à Tokyo, il y a une dame qui me dit « Qu'est-ce qu'elle est belle la France ?» Et moi je dis « Vous êtes venu quand ?» Elle me dit « Non, je la regarde sur le Tour. Je regarde le Tour de France et je regarde la France. C'est magnifique. » Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Jacques Chancel, de ne plus faire d'antenne, comme on dit, ou comme on disait? Non, d'abord, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais dire de mon temps. Donc ce temps est oublié. Non, mais je parlais plus dans la vie, des petites choses. Non, ça ne me manque pas Rien du tout. Mais on m'a proposé de revenir. Après le Grand Échiquier, j'ai fait beaucoup d'autres émissions. Et puis j'ai terminé avec Ligne de Mire. Ligne de Mire, c'était une émission sur les médias. Sur les médias, vous faisiez une revue, les Alors, écrits de l'image. Oui, j'ai fait les écrits d'image, qui était ma revue. Mais regardez, dans le dictionnaire amoureux, j'ai oublié Ligne de Mire. Parce que j'étais sensible à tout ça, mais dans le même temps, je voulais m'oublier. Et Jean-Claude Simoen, qui est le patron de cette collection, qui est pour moi la plus belle collection du monde. Vous parlez des dictionnaires Les amoureux. dictionnaires, oui, c'est tout à fait exceptionnel. Plus grosse vente, c'est le dictionnaire amoureux des vins, Vous Bernard l'avez dit, Pivot. oui. Ensuite, dictionnaire amoureux des chats, Frédéric Vitou. Et là, il y a un livre qui vient de sortir. Il y a Darcos, d'abord, avec le dictionnaire amoureux de la romantique. Donc, c'est une très, très, très belle collection. Donc, j'étais dans cette atmosphère un peu particulière de... Donc vous avez voulu vous oublier, vous avez oublié Ligne de Mire. Oui. Alors, quelqu'un me dit, j'ai oublié deux choses. Ligne de Mire, vous n'en parlez pas. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi ai-je oublié cette émission? Pourquoi? Que vous avez animé pendant plusieurs années. 4 en ans et plus. demi. Mais surtout que elle, dans le L, Ligne de Mire venait très facilement. Il a encore, j'ai la fameuse histoire avec Michel Serrault, encore lui, parce que le décor était formidable, parce que je travaillais dans un trou. C'est des cubes, hein. Ouais, On avait non, l'impression c'était qu'il y avait un trou au milieu des cubes. Un vrai trou dans un plancher, mais superbe, que j'aurais voulu conserver. Ah oui, moi je me souvenais que c'était des cubes, vous voyez. Non, pas du tout. C'était un trou. Donc on se met sur le trou. Et au départ, le designer avait dit, ça sera le trou seulement. Et moi j'ai dit, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Alors on m'avait fait une petite table dessus. Et Michel Serrault a voulu entrer dans le trou. Mais par un faux mouvement, il a bousculé la table et la table lui est tombée totalement dans le trou. Il gueulait, Chancel m'a tué, Chancel m'a tué. Non, et j'ai oublié aussi l'invité du dimanche. Oui, autre émission que vous avez animée. Il y a eu le Grand Amphi également. Hein. Oui, mais le Grand Amphi, c'était la préparation du Grand Échiquier. Oui, donc c'était les répétitions, non, puis, on peut dire. Je n'ai parlé du Grand Échiquier que parce qu'on m'a forcé. Je disais, oui, Jean-Claude Simoen m'a forcé. Et Olivier Orban m'ont dit, il faut que tu parles du Grand Échiquier. Il faut que tout passe par toi. Parce que cette collection a ceci de particulier. Moi, j'ai toujours refusé d'écrire mes mémoires. Mais lorsque vous tombez dans cette collection, c'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai refusé, vous vous employez à raconter des souvenirs. Et comme il faut dire « je », vous tombez dans le piège. Parce que vous finissez, d'une certaine manière, par vous raconter. Mais enfin... Vous écoutez le tête-à-tête de Frédéric Tadei. Jacques Chancel, les écrits de l'image, finalement, dans cette revue, vous êtes un peu essayé la critique de télévision, ou en tout cas la réflexion sur la télévision. Est-ce qu'il y a... Je l'avais essayé avant. Hein. Vous l'aviez... À Paris Jour, j'étais critique de télévision. Mais à une époque... Et mauvais, comme c'est pas possible. Méchant, vous voulez dire. Oui, mais mauvais, méchant.
Mais lorsque je relis, je me dis, mais comment ai-je pu écrire tout ça? Mais il y avait un Je garçon... vous imagine pas méchant. Oh non, c'était terrible ce que j'ai pu raconter. Je me suis d'ailleurs fâché à ce moment-là avec beaucoup de gens. Je me suis réconcilié après. Non, mais j'étais pas méchant pour être méchant. C'est-à-dire que lorsque je voyais une émission qui n'était pas bonne, je le disais avec mes mots. C'est-à-dire, mes mots étaient durs, étaient acides. Mais il y avait quelqu'un de plus méchant que moi qui était un grand critique, c'est André Brincourt. André Brincourt était le critique. Le critique de Et vous télévision. savez et vous savez quel a été le plus grand critique? François Mauriac. Bien entendu. Parce que, ouais. Donc, moi, j'étais dans cette ambiance-là. Donc, je l'ai été, critique. Et puis, plus tard, j'ai donc voulu raconter un peu mieux l'audiovisuel dans sa totalité. Donc, j'ai créé les écrits de l'image, mais tout seul. Vous voyez la difficulté, sans argent, sans rien. Bon, on m'a beaucoup aidé parce qu'on me donnait des pages de publicité. Et la revue était très répandue. Puis, malheureusement, j'ai perdu ma collaboratrice, Monique Allier, qui est partie en l'espace de 15 jours, toujours de ce fameux cancer, là, enfin, d'un cancer effrayant. Et je me suis dit, sans elle, je ne peux pas continuer, parce que c'était trop de travail tout seul. Donc, j'ai arrêté les écrits de l'image, et ça, je peux vous le dire, je le regrette. Il y a eu cette époque où il y avait de grands critiques de télévision, vous avez cité, notamment Le plus grand, François c'était Mauriac. André Brincourt. André Brincourt, mais François Mauriac, qui, par sa célébrité Oui, même. c'était l'écrivain qui devenait critique. Voilà. Mais c'était totalement différent. Et ça lui a été reproché d'ailleurs, parce qu'on lui dit comment il pouvait s'intéresser à cette chose grise et blanche. Non, puis il manœuvrait, lui, il faisait beaucoup de compliments. Alors, mais dans le même temps, lorsque on l'attaquait, il répondait. Il ne pouvait plus voir à un certain moment de sa vie, il ne pouvait plus voir ni des groupes, ni du Maillet, parce que dans une lecture pour tous, il avait été un peu malmené, et alors il voulait plus. C'est fou ce qu'il a pu écrire sur eux, et ça m'amuse. Aujourd'hui, il y a énormément de journalistes de télévision, plus qu'il n'y en a jamais eu, puisqu'il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à la télévision dans la presse écrite. On sont des programmateurs, ce ne sont pas des journalistes. Alors, voilà, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des critiques? Non, il n'y a plus de critiques. Enfin, je ne vois pas un critique qui se contente de dire l'audience. La qualité du critique, comme on le concevait autrefois. Il y a des gens qui parlent de télévision, d'ailleurs dans le Figaro, il y a la colonne de gauche où on parle tous les jours, où c'est vraiment une critique de télévision. Mais ça n'est jamais le même critique. C'est comme à la télévision ou à la radio. Si vous faites une émission et vous mettez le lundi un animateur, le mardi un autre, le mercredi un autre, l'émission ne restera pas. Et moi, je pars de ce principe qu'une critique de télévision doit être assumée par le même homme tout au long de l'année. Parce que là, on voit une permanence. Et si on passe de l'un à l'autre, non, c'est plutôt, alors, j'appellerais ça une chronique. Alors, il y a beaucoup de chroniqueurs, il y a très peu de critiques. Parmi vos 6800 invités de Radioscopie, il devait y en avoir que vous n'admiriez pas, que vous n'aimiez pas peut-être. Comment vous faisiez avec eux? Je les recevais quand même. Je sais que vous les receviez, mais comment vous y preniez-vous? C'est-à-dire, de la même manière qu'avec les autres, qu'avec ceux que j'aimais. Je ne faisais aucune différence avec quelqu'un que je n'aime pas et quelqu'un que j'aime. D'ailleurs, il faut pas abuser du mot amour, que j'estime, ou que j'admire même. Non, je ne faisais aucune différence. Différence. Regardez, lorsque j'ai reçu Lucien Rebattet, lorsque j'ai reçu l'abbé Laguéry, lorsque j'ai reçu tous Mais ces Rebattet, gens-là. vous admiriez l'écrivain. Oui, j'admirais l'écrivain, surtout les deux étendards. Hein. Mais tout le reste me paraissait superflu. Mais moi, j'avais invité Lucien Rebattet pour les seuls prix qu'il avait pu dire pendant l'occupation. Ouais, c'est ça. Et je voulais faire respirer ça. D'ailleurs, ici, dans la maison, comme c'était en direct, on avait reçu des lettres de menaces. Donc, il y avait un service de sécurité. C'était bourré de flics, partout. Et j'ai été effrayé parce qu'il y a des gens qui sont venus avec les deux étendards, avec le bouquin. Et j'ai entendu 2 personnes dire à Lucien Rebattet, tout bas à l'oreille, « Nous sommes des vôtres ». Oula, j'aurais giflé. Jacques Chancel, est-ce que vous avez aimé la célébrité quand elle vous est tombée dessus? D'abord, elle nous est comme un pivot, elle nous est arrivée tard. En revanche, moi, j'étais célèbre en Indochine à 18 ans, parce que à Radio Françaisie, j'avais une émission qui s'appelait Récréation, en plus de tous les reportages que je pouvais faire. Mais tous les samedis, dimanches, je faisais une émission, mais qui était une émission publique de 3 heures. J'ai fait venir Joséphine Baker et tous ces gens-là, avec un orchestre déjà de 35 musiciens. Bon, j'avais déjà ce goût. Donc, à Indochine, à Radio Françaisie, qui était le grand satellite de la radiodiffusion française, ça appartenait ici, enfin, ça s'appelait la RDF à l'époque, il y avait 2 grands satellites, c'était Radio Françaisie et Radio Brazzaville. Nous, à Radio Françaisie, on émettait en 3 langues, français,
anglais et chinois. Et on avait une trentaine de millions d'auditeurs. C'était extraordinaire comme maison. Il y avait peut-être une vingtaine de studios. Et lorsque je suis revenu à Saïgon, en décembre dernier, j'ai recherché ma maison. Alors, je l'ai trouvée au bout de grands efforts, parce que ils étaient en train de restaurer. Elle est devenue autre chose. Mais quand même, j'ai été ému de voir les murs qui m'avaient accueilli à ce moment-là, où j'étais un gosse, quoi. Quand je parlais de célébrité, évidemment, vous l'avez Non, bien voilà, compris, c'est le oui. fait qu'on vous reconnaisse dans la rue. Oui. Et à une époque où les vedettes de télévision, et de très très grandes Ouais. vedettes, parce que tout le monde regardait les mêmes chaînes aussi. Ouais, Et quand on... mais c'était énorme, Ouais. énorme, vraiment. Et ça, vous l'avez bien vécu? Oui, malgré moi, tout ce qui m'étonne en plus, c'est... tout le monde peut en témoigner de ceux qui m'ont vu sur le Tour de France, qui m'ont suivi. Raymond Devos s'était écrolé de rire, Lino Ventura aussi, parce que j'étais avec Lino Ventura, et on montait l'Alpe d'Huez, et les gens... Alors, Lino était à côté de moi, et les gens faisaient Chancel, Chancel. J'ai eu la même vie avec Dustin Hoffman, et j'étais contrarié, j'avais honte. Pourquoi? Parce que on annonçait le départ. Alors nous rejoignons lorsque les cyclistes sont en piste pour partir dans une étape. Nous, les journalistes, on rejoint nos voitures qui sont à l'avant pour partir avant eux. Et il faut, parce que celui qui ne part pas, il reste. Et donc il y avait dans une ville, il y avait à peu près 200 mètres à faire au milieu de gens, de milliers de gens. Et là aussi, c'était Chancel. Et vous savez qui j'étais? Avec Dustin Hoffman. Alors, je m'arrêtais de temps en temps, je disais Dustin. Donc, c'était un peu gênant. Non. Et Voilà. dites-moi pourquoi c'était un peu gênant. Parce que vous n'êtes pas un artiste et que, Ouais, voilà, et que vous trouvez qu'il est normal d'admirer l'artiste Ouais. et pas l'animateur de Bon, là, télévision? on peut estimer la notoriété. Bon, parce qu'on se dit, ce qu'on fait est bien reçu, c'est un compliment. Mais Dustin Hoffman, ça n'est pas Mozart non plus, vous voyez? Oui, mais Dustin Hoffman, quand même, faisait déjà beaucoup de cinéma. Moi, en tout cas, je me disais, je ne suis pas à la cheville de ce type sur le plan de la célébrité. International, sans doute pas. International. Mais... Mais non, j'aurais pu m'accorder avec lui et engager un combat devant le micro. Mais il était une star. Et moi, je ne me suis jamais considéré comme une star. Il y a aujourd'hui des gens de télévision qui se croient véritablement des grands acteurs. Ils ne le sont pas. Je crois qu'on était beaucoup plus vaniteux en pensant qu'on ne voulait pas être célèbre. Et quand vous écriviez vos premiers poèmes et que vous les avez publiés à 17 ans, votre premier roman à 18, est-ce que là, vous n'étiez pas véritablement vaniteux? Oui, non, là, Chancel, j'étais fou. J'étais orgueilleux. Non, vaniteux, je ne l'ai jamais été, mais j'ai été peut-être orgueilleux. Je crois que dans nos métiers, il faut être orgueilleux. C'est-à-dire, l'orgueil est une force. La vanité est une faiblesse. Et lorsque j'ai publié surtout mes deux premiers romans, L'Eurasienne et Les Rebelles, là, j'étais devenu, surtout jeune comme j'étais, j'avais pas 20 ans, j'étais devenu, dans toute l'Indochine, une sorte de miracle, quoi. J'étais Chancel. En plus, lorsque j'étais à Saïgon, j'avais une émission tous les jours, en plus de récréation. Donc, j'étais connu de tous ceux qui étaient sur tout le parcours de l'Indochine. Alors, peut-être que là, je me suis senti avec un peu de gloriole. Mais non, mais ça m'a pas trafiqué. quand on est orgueilleux comme vous, on fait attention à ne rien commettre d'indigne, particulièrement quand tout se voit à la télévision ou à la radio. Les gens vous écoutent, sont à l'affût. Vous n'avez jamais rien fait dont vous puissiez rougir? Non, je ne pense pas. Moi, je dis toujours, en tout cas, que je ne me suis jamais trahi. Ce que je trouve le plus malheureux dans la vie, c'est la faute d'amitié. On peut pardonner vraiment des fautes d'amour. Et les fautes de goût, on les pardonne? Non, je ne les pardonne difficilement. Les fautes de goût? Les fautes de goût aussi, oui. Non, moi j'ai été comme ça, puis chacun a sa propre ligne de conduite. Mon père, qui était compagnon du devoir, m'a enseigné quand même la manière qu'on pouvait avoir de vivre. Et c'est lui, là, il y a 6 mois, j'ai sorti le 15e volume de mon journal. Le titre, c'est « N'oublie pas de vivre ». Et ça, c'est un enseignement de mon père, parce que lorsque je suis rentré d'Indochine, après avoir eu quelques cruautés, puisque j'ai été blessé là-bas, mon père m'a dit « Tu as souffert comme j'ai souffert. À partir de cette seconde, c'est un engagement que tu dois tenir. N'oublie plus de vivre ». Et depuis ce moment-là, vraiment, je suis en sursis. Et je n'ai jamais oublié de vivre. Et je ne pense que à ce que je vais pouvoir faire ce soir et au pire demain. Et ces journaux intimes que vous publiez avec cette régularité de métronome depuis toujours, vous n'y racontez pas tout. Non, alors je suis contre
vraiment le journal intime lui-même, où on se raconte tout, où on raconte tout, et qui pour moi n'a pas d'intérêt, à moins que le personnage soit un immense écrivain. J'avais à cet égard beaucoup de discussions avec Julien Green. Et un jour, je lui avais dit, mais dans votre dernier bouquin, dans votre dernier journal, vous dites que vous avez eu la grippe. Dans un autre passage, vous dites, j'ai été constipé cette nuit. Je vois pas ce qui peut t'intéresser, vraiment les gens. Il me dit, il y a une différence entre nous deux. Et je lui dis, laquelle? Moi, je suis écrivain. Marc-Édouard Nab, que vous avez très souvent invité aussi, a publié longtemps son journal intime. Ah oui, Marc-Édouard, alors, est insensé. Moi, je l'ai reçu parce que, pour moi, c'est un véritable écrivain. C'est un véritable polémiste, mais aussi c'est un fou. Et il faut se méfier avec lui, parce que vous êtes avec lui, on est en train de passer une soirée, il enregistre tout, il note tout ce que... Mettons, je parle de vous. Vous êtes sûr que dans le livre qui va sortir l'année d'après, il retranscrit la totalité de la conversation. On dit qu'il n'écrit rien, qu'il a une mémoire prodigieuse. Il a une mémoire prodigieuse, donc il renotait tout. Mais il note vraiment, moi je l'ai vu. Je l'ai beaucoup reçu à Radioscopie parce que on ne voulait pas le recevoir ailleurs. Et il va laisser une trace. Il va laisser une trace, Marc-Édouard Nab. Il n'est pas tellement reçu encore aujourd'hui. Hein. Et je crois qu'il n'y a que moi. Lorsqu'il a fait Apostrophe, il a pris vraiment un coup de poing. Je ne sais plus comment il s'appelait. Benamou, je crois. Benamou l'a boxé. Et Benamou est arrivé, il l'avait vu comme spectateur à l'émission. Il a pris sa voiture, il a foncé en studio, il a cassé la gueule. Non, mais ça, c'est des moments assez extraordinaires. La télévision, c'est aussi ça, c'est la spontanéité du mouvement. La littérature, ça reste pour vous ce que vous admirez le plus? La musique et la littérature, mais la littérature d'abord. J'ai beaucoup lu, je crois avoir lu tout ce qu'on doit lire avant 18 ans. Et ça, c'est parce que j'ai eu d'abord la fréquentation de mon père qui m'apportait des livres, la fréquentation de mon oncle, c'est d'ailleurs à cause de lui que je suis parti pour l'Indochine, qui était un inspecteur général des forêts d'Indochine, qui avait passé 50 ans là-bas, qui était un intellectuel hors ligne. Donc, ils m'ont fait lire très tôt. Par exemple, Proust, je l'ai lu très tôt, et pendant les premières années, je ne comprenais pas, donc je m'arrêtais à la 30e page, défait, torturé. Et puis après, je suis entré vraiment dans son livre, et j'ai trouvé que Proust était l'immense écrivain. Et j'ai retrouvé à peu près le même sentiment lorsque j'ai reçu Albert Cohen, enfin, ou plutôt lorsqu'il m'a reçu, puisque Albert Cohen m'a reçu à Genève, chez lui en robe de chambre, toujours dans son 5e étage. Et pour Radioscopie, vous vous déplaciez. Ouais. Et Belle du Seigneur, j'ai eu le même mal qu'avec Proust. C'est-à-dire, dans Belle du Seigneur, il m'a fallu 2 ou 3 fois pour revenir sur les 40 premières pages. Après, j'étais embarqué. Oui, c'est les moments aussi de privilège, j'en parlais. C'est que j'ai fait toute une semaine avec Albert Cohen à Genève. J'ai fait toute une semaine avec Marguerite Yourcenar à Mont-Désert, dans l'État du Maine, aux États-Unis. J'ai fait toute une semaine avec Georges Amado. Mais ce qu'on aurait voulu, c'est que vous enregistriez aussi les dîners que vous deviez avoir entre 2 séances d'enregistrement avec Marguerite Yourcenar, par exemple. Ça devait être très amusant, non? Non, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, j'ai eu un courrier d'une biographe qui écrit sur elle et qui est en même temps conservateur de Petite Plaisance, la maison dans l'État du Maine où vivait Marguerite, et qui m'écrit en me disant, voilà, elle nous a beaucoup parlé de vous, nous avons des documents que d'ailleurs je mets dans le livre, donc j'attends, mais elle m'a donné quelques extraits de documents. Et Marguerite parle de moi vraiment avec une gentillesse extrême, alors que auparavant, Mathieu Gallet était allé la voir, et lui, là, c'est fou, elle l'a pas du tout aimé, elle l'a trouvé ridicule. Elle dit, ce garçon est ridicule, il ne sait rien. Donc, pour en revenir à la littérature, m'a nourri, voilà. Mais j'ai commencé aussi avec Alexandre Dumas, c'est-à-dire que je connais tout d'Alexandre Dumas, de Gaboriau, de ces gens-là. Merci Jacques Chancel d'avoir été fini mon invité sur France Culture. Dans le tête-à-tête, votre dictionnaire amoureux de la télévision est publié chez Plomb. Il vient d'ailleurs de recevoir un prix. Hein. Oui, c'est l'INA, l'Institut national audiovisuel, et le ministère de la Culture qui m'ont fait ces jours-ci l'honneur vraiment de m'accueillir et qui m'ont offert un très, très joli cadeau, mais je ne dirai pas lequel. Mais en ça, ils ont considéré, et cela, vraiment, je l'en sais gré, ils ont considéré que le dictionnaire amoureux, c'était un vrai cadeau de Noël.